Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur KTO dans l'émission VIP. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Laura Flessel. Laura Flessel, dont le nom vous est familier à tous. Je devrais d'ailleurs dire Laura Flessel-Kolovic, puisque Laura Flessel est mariée et mère d'une fillette, d'une petite fille de 12 ans. Alors, Laura Flessel, vous le savez, est double championne olympique, 6 fois championne du monde, 1 fois championne d'Europe, donc quintuple médaille olympique. Et Laura sera rejointe dans la seconde partie de cette émission par Francesco Anello, qui lui est metteur en scène et musicien. Alors musicien, il joue d'un instrument assez particulier, le hang. Il nous fera d'ailleurs une démonstration tout à l'heure et il nous parlera aussi de la pièce qu'il a mise en scène qui s'appelle Pierre et Mohamed. Laura Flessel, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Martinique où vous avez participé à un événement autour d'Aimé Césaire. De quoi s'agissait-il exactement ? Tout à fait, je suis arrivée ce matin. C'était le lancement officiel du centenaire en l'hommage en fait d'Aimé Césaire. Donc étaient réunis ses amis, sa famille et toutes les personnalités autour de la culture, de l'art, du sport pour honorer cette personne. C'est d'autant plus gentil de votre part d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas originaire de Martinique, mais d'une île tout proche, la Guadeloupe. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous avez été attiré par l'escrime dès votre plus tendre enfance ? Alors ça a été vraiment un coup de foudre. J'avais 5 ans et demi, famille de 4, 2 filles, 2 garçons. Donc ma mère partait sur une égalité parfaite en se disant 2 filles pour la danse et 2 garçons pour le sport et autres activités. Ben non, j'étais un petit garçon manqué. Et j'ai vu une rétrospective de match de sabre et vraiment ça a été ça. C'était sous mes hauts de mes 5 ans et demi, c'était je veux faire ça. Ça c'était l'escrime. Et vos frères ont fait de l'escrime aussi ? Et toute la famille a fait, sauf ma sœur. Ma sœur a fait de la danse. Et effectivement, on a fait pendant pas mal d'années. Et eux, en fait, en période d'adolescence, ils ont préféré changer, bifurquer. Et moi, je n'ai jamais arrêté, voilà, jusqu'à l'âge de 40 ans. Vous aviez toujours eu la même fougue, finalement, sur les pistes d'escrime depuis l'âge de 5 ans et demi ? Toujours. En fait, je suis une passionnée, une épicuriste de la vie. Et pour moi, en fait, à chaque fois, c'était un travail de transposition. On n'avait jamais la solution parfaite. Donc, ça me forçait à revenir et je ne tombais jamais dans la monotonie. Donc, du coup, j'ai continué et au fil du temps, avec les années, avec l'expérience, je suis allée chercher des challenges, je dirais, un peu difficiles, mais qui m'ont réussi quand même. Vous avez d'ailleurs remporté de nombreux titres. Finalement, quel est celui qui vous a le plus marqué ? Quelle est votre plus belle victoire ? Forcément, c'est le doublé en or à Atlanta aux Jeux Olympiques, dans le sens où les Jeux Olympiques, c'est la compétition la plus importante dans la carrière d'un sportif de haut niveau. En plus, l'escrime, c'est un sport amateur. Donc, ça passe par cette reconnaissance olympique. Et ça a été un doublé en or en 96, à 25 ans. Et quelque part, je n'étais ni championne de France, ni championne du monde, ni championne d'Europe. Donc, quelque part, j'ai fait une carrière inversée. Je suis allée chercher après tous ces titres. Alors, à l'inverse, comment est-ce que vous vivez la défaite ? Est-ce que vous êtes une bonne perdante ? Alors, je déteste l'échec, mais en revanche, je ne suis pas mauvaise perdante. C'est-à-dire que j'ai grandi, je me suis bonifiée grâce à l'échec. Donc, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont permis d'accepter l'échec, de planifier une stratégie pour aller chercher la gagne. Donc, du coup, effectivement, je suis pas mauvaise perdante, mais je déteste, c'est sanguin, je déteste l'échec parce que j'aime avoir raison, en fait, je suis une créatrice et dans mon fonctionnement, c'est comme une partition, j'aime en fait qu'à la fin, on me dise, ok, t'avais trouvé la solution. Alors, je vous propose qu'on regarde, Laura Flessel, quelques images. D'accord. Alors sur ces images, il ne s'agit pas du tout de défaite pour le coup, mais de belles victoires. Je précise que c'est un film qui a été réalisé par Jérôme Webel, qui en fait a fait un 52 minutes, donc la courte rétrospective qu'on vient de voir en est issue. On vous voit donc triompher, faire votre célèbre cri. C'est un sport qui, comme tous les sports, nécessite un moral d'acier. Comment est-ce que vous avez entretenu ce moral tout au long de ces années ? Le maître mot pour moi, c'était le travail.
Après, avec le temps, j'ai créé, ou j'ai chopé, je dirais, la philosophie de mon maître d'armes, Michel Sicard, qui me disait, Laura, si tu veux durer, il faut avoir un équilibre. Et l'équilibre, en fait, c'est ma règle des 3 P. Sa règle des 3 P que j'ai chippée, honnêtement. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui m'a amené, je dirais, à la longévité. C'est-à-dire qu'il avait une règle des 3 P, c'était la peur, le plaisir et la performance. Donc pour tout cela, il fallait travailler. Et donc du coup, j'ai toujours eu des entraîneurs qui étaient en fait perfectionnistes. Et c'est vrai que sur ces images, c'est un travail individuel, c'est une réussite individuelle, mais c'est un travail collectif. Et j'ai pu en fait apprécier, je dirais, l'environnement pour me permettre de créer quelque chose. Et donc, c'est vraiment cet équilibre entre la peur et avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la performance et en fait, il faut de la passion. Donc pour moi, c'était une alchimie. Un 4e P, la passion. Alors, effectivement, le plaisir et la performance, on comprend bien. La peur, c'est moins évident. Pourquoi la peur ? Parce que c'est un sport d'opposition. On n'est pas seul sur la piste. Et on a beau travailler, mais il y a l'incertitude en face. Donc c'est comme du théâtre. Il faut impressionner. C'est un rapport de domineur à dominer. Donc il faut être dominant. Et en l'occurrence, il faut créer en fait cette situation qui permet en fait de prendre le dessus. Donc c'est de la création. C'est un jeu en fait où, comme un jeu d'échecs, il faut anticiper. Et en fait, à la fin de ma carrière, sur une action, j'avais 8 à 10 coups possibles. Donc, il faut amener cette domination. Et ça se ressent par la présence, je dirais par le physique. Il faut travailler le mental, il faut travailler la stratégie. Donc, en fait, ça devenait complexe. Et à la fin de ma carrière, ce qui m'intéressait, c'était justement cette compétition au niveau du mental. Cet état d'esprit que vous décrivez, d'anticiper, de créer un rapport particulier avec son adversaire, c'est quelque chose qui déteint aussi après dans la vie personnelle ? Tout à fait. Je pense que j'ai appris en fait à respecter, à avoir en fait, c'est des valeurs qu'on respecte, qu'on met en place et qu'on retrouve en fait dans la vie de tous les jours. Je suis une éternelle insatisfaite, donc j'aime en fait contaminer les gens positifs. Donc voilà, pourquoi ? Parce que je suis créative et j'aime surprendre, j'aime donner du plaisir à travers ces 15 touches. C'est des joies, c'est des larmes. Il y a des gens qui m'ont vu gagner, m'ont vu pleurer, ils m'ont dit « on a pleuré avec toi ». Voilà, c'est un bonheur. C'est la question que j'avais envie de vous poser. Quels sont vos liens avec le public ? Parce que le public, effectivement, vous apprécie beaucoup. Vous êtes une figure éminente de l'escrime français. Comment est-ce que vous décririez vos liens avec le public ? Je pense que je suis quelqu'un qui n'a jamais triché. En fait, j'aime, en fait, je suis une éponge. Quand je vois quelqu'un, soit je prends, si je sens des ondes négatives, je m'en éloigne, mais j'essaye en fait de créer en fait quelque chose, un dialogue, une communication qui me permet en fait de revenir. Donc c'est vrai, quand je dis j'anticipe, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et je pense que de par mon éducation, ça m'a permis en fait d'accepter, d'être tolérante. Et je pense que la tolérance m'a permis en fait de créer en fait un lien fort avec le public, avec les fans, parce que quelque part, il n'y avait pas de faux semblant. Je donne tout, je donne rien. Alors ça m'a joué des tours aussi, mais il faut savoir se préserver. Mais le sport m'a permis en fait de donner de l'émotion, et ça, je lui dis merci. Vous en avez eu conscience au moment où ça se passait, d'être au cœur d'un tourbillon médiatique ? Oui, forcément, puisque c'est du travail, c'est un sport, on va dire, un peu géré non médiatique, mais très esthétique. Et il a fallu aussi amener les médias à reconnaître que c'était une très belle discipline. Et forcément, il faut donner un petit peu pour avoir un peu plus de complicité. Mais je dirais que là, en l'occurrence, j'ai un beau mari qui est aussi dans les médias, qui m'a appris aussi à connaître et à comprendre le fonctionnement des médias pour donner et ne pas être perturbée. Donc c'est un équilibre aussi. Et ça m'a permis en fait d'aller découvrir différents secteurs d'activité, et je suis revenue bonifiée, et ça me donnait en fait un réel plaisir de retourner dans ma discipline pour connaître ses joies et véhiculer ses joies différemment. Il semblerait que beaucoup de personnes se soient tournées vers l'escrime parce que vous les avez inspirées. Qu'est-ce que... Alors maintenant, étant à la retraite, étant sur mon divan,
Effectivement, j'accepte en fait. Quelque part, c'est un compliment. C'est vrai que ça a créé des émules. Il y a eu beaucoup de sportifs que j'ai côtoyés même avant la fin de ma carrière qui m'ont dit oui, je t'ai vu et ça, tu m'as donné envie. Parce que c'est une construction. C'est pas une échelle. On monte, on gagne une fois et on reste en fait, on reste sur son échelle. Non, j'ai tenu en fait à toujours mettre de la hauteur, à aller chercher. Et c'est vrai que ça a créé des émules. Ça me fait plaisir justement d'avoir créé des émules. Qu'est-ce que ça maintenant génère avec chez le vous? recul, Avec le recul, oui. Mais quand j'étais actrice, avec toute l'humilité que je pouvais avoir, même si je suis une guerrière, une perfectionniste, je le prenais avec du recul. Mais le fait d'aller dans les clubs, créer des associations, être marraine d'associations, écouter les parents, les enfants dire « oui, tu m'as fait faire de l'escrime, je faisais du judo, j'ai arrêté, je m'y accoule pas ». Mais ça fait plaisir parce que je me dis, j'ai pu pendant ces 35 ans donner du plaisir et pour les grands et les petits parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a les grands enfants qui s'initient et ça fait plaisir parce que je me dis, voilà, j'ai fait aussi de l'escrime pour les autres. Vous disiez à l'instant que vous avez pris votre retraite, c'est tout récent, vous l'avez annoncé l'été dernier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir dire stop. J'ai gagné tous les titres, j'ai essayé de reconquérir d'autres titres. Il y a eu un passage de transmission, il y a une nouvelle acceptation d'une nouvelle manière de faire de l'escrime. Et voilà, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille j'ai une pré-ado maintenant, elle a 12 ans. Et voilà, et je pense que j'ai donné 35 ans à l'escrime, j'ai envie de vivre, s'il me reste 35 ans au moins, faire autre chose et passer aussi dans une autre barrière, dans une dimension pour aider les autres, voilà, à se construire. Vous avez été porte-drapeau lors des derniers Jeux Olympiques à Londres l'été dernier. Comment est-ce que vous avez vécu ces Jeux? Je vous dirais, c'est un peu ma 6e médaille olympique. Parce que lorsque j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais la petite Guadeloupéenne, escrimeuse, j'avais aucune prétention, je voulais juste connaître le haut niveau. Et 35 ans après, en fait, j'étais... Plus que d'être un porte-drapeau, j'étais une capitaine, la capitaine de l'équipe de France, pluriethnique, intergénérationnelle. Et pour moi, c'était comme une victoire. Parce qu'on ne parlait pas de l'escrime, on ne parlait pas de la Guadeloupéenne, on parlait d'une capitaine qui était à l'écoute de plus de 300 sportifs, qui représentaient des sports amateurs, des sports professionnels. Et il y avait en fait une émulation. Et moi, ce que je voulais, c'était vivre en fait une dernière fois des émotions à l'intérieur des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'est indescriptible, c'est un bonheur. Et donc du coup, il y avait beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, pour autant, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'escrime. Au niveau de l'escrime, oui. C'est comme dans tout, c'est une fin de cycle. J'ai envie de vous dire qu'il faut rebondir. Le fort du sportif est de rebondir très vite. La natation, on a vu en 96, la natation, l'athlétisme, revenir avec un 0 pointillé aux Jeux Olympiques. Et en natation, aux Jeux de Londres, c'était la discipline qui a brillé. Voilà, on est en fin de cycle. Il y a une modernisation, une mondialisation de l'escrime. Et voilà, on a raté, je dirais, l'étape. On n'était pas prêt à l'instant T, le jour J. Et pourtant, on avait une délégation qui était bonne. Alors c'est ça, il faut accepter la mondialisation, il faut accepter de travailler plus, il faut accepter de modifier les entraînements pour travailler les points faibles et accepter l'adversité. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'escrime français est en crise ? Alors, les mauvaises langues parlent de crise, mais je vous dirais juste un revirement de situation. La natation, lorsqu'ils étaient dans cette même configuration, ils ont vu revoir leur entraînement, revoir les fondations, repartir avec une nouvelle génération. Il y a eu une Laure Manodou qui est venue, qui a tiré en fait cette équipe de natation. Et moi, je ne vois que le positif. Donc, oui, il faut se remettre en question. Oui, alors justement, se remettre en question, parce qu'effectivement, la natation a peut-être réussi à résoudre certains problèmes. Là, est-ce que c'est lié à un manque de moyens? Est-ce que c'est lié à une mauvaise coordination entre les clubs? C'est un tout. Là, on parlait de sport amateur. Aujourd'hui, les nations, lorsqu'on regarde en fait les escrimeurs qui ont réussi, ce sont des professionnels. Nous sommes des amateurs. Donc, eux, ils ne font que de l'escrime. Nous, on a des biprojets, donc voire des triprojets. Quand vous dites nous, est-ce que vous vous incluez dedans? Est-ce que vous avez envie est-ce que dans l'avenir, vous avez envie de vous impliquer dans l'avenir du Je pense que j'ai donné français? 35 ans. Il y a un renvoi d'ascenseur. Non, il y a un renvoi d'ascenseur à donner. Il y a un temps où on consomme,
On est consommateur, acteur et consommateur d'un système. Lorsque le système ne va pas bien et qu'on arrête, ben forcément, faut pas être dans la voiture balai. Il faut construire, reconstruire en l'occurrence. Et oui, je suis passée par cette reconstruction parce qu'on était en fin de cycle. J'ai été quelque part la Laure Manodou de l'époque. Et puis voilà, donc il faut que l'escrime reparte avec des têtes d'affiche. Il faut de la masse pour détecter. Il faut travailler avec, je dirais, l'Europe et l'international parce que ce sont les nations qui poussent, mais ce sont des nations qui se sont modernisées, professionnalisées. Donc il faut à nous aussi de trouver les moyens financiers de pouvoir permettre aux sportifs de devenir professionnels. Vous mettez le doigt professionnels. sur un point important parce que les moyens financiers, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire que les maîtres d'armes partent à l'étranger où ils sont mieux rémunérés, mieux rétribués. Est-ce que ça, c'est un vrai problème qui met en péril l'avenir de ce sport ? Ça ne met pas en péril. Je pense qu'il y a ça met pas en péril parce qu'il y a des nations qui payent, mais je pense aussi que c'est à nous de nous remettre en question et de trouver ce financement pour permettre à nos sportifs, à nos maîtres d'armes de ne pas en fait partir. Et je suis très, très bien placée pour parler de ça puisque mon entraîneur est parti en Suisse. Donc, précisément pour des questions financières ? Et de projets, je dirais, projets professionnels. Donc, il ne pouvait pas intégrer, en fait, parce qu'il n'avait pas le diplôme, je dirais, pour être entraîneur national, alors que son rêve, c'était de continuer à donner en fait aux sportifs sur le plan compétition. Donc du coup, il a eu une bonne proposition, il est parti en Suisse. Mais je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur ce fait-là. Donc il faut aller chercher, il faut créer, il faut aussi que le sportif se remette en question parce que un sportif, c'est celui qui doit travailler. Donc si aujourd'hui c'est insuffisant, il faut se dire, voilà, il faut travailler, il faut accepter de travailler 2 fois plus, accepter d'être en harmonie. Il faut nous donner les structures. Pour ça, on n'a pas de souci. Mais je pense que là où il faut vraiment revoir en fait le fonctionnement, c'est sur les financements. Alors vous, maintenant, quels sont vos projets, vos échéances ? Alors, ce qui a de bien aussi dans notre fonctionnement, c'est que c'est un sport amateur. Donc, très vite, moi, je n'ai pas parlé de... Aujourd'hui, je ne parle pas de reconversion professionnelle, mais de carrière professionnelle en parallèle. Donc, je viens du tourisme d'affaires. J'ai bifurqué, j'ai créé en fait des événements. Donc, je suis dans la création d'événementiels sportifs, de l'incentive. Et de par mon palmarès, ça m'a créé des liens avec des collectivités locales et régionales qui me demandent en fait leurs conseils sur le développement du sport. Et sur un triple projet, moi je disais, j'ai une volonté en fait de travailler dans l'associatif. Parce que je pense qu'il y a un équilibre aussi, faire du bénévolat. C'est vrai qu'on est en perte de bénévolat et je prends plaisir en fait à être marraine, à être porte-parole en fait d'associations. Vous êtes effectivement un porte-parole et marraine de beaucoup d'associations. J'allais y venir, marraine de Handicap International, ambassadrice de l'ONG Plan France. Vous êtes impliquée dans l'UNESCO, dans une association qui s'appelle Petit Colibri ou Un maillot pour la vie. Alors effectivement, pourquoi cet investissement d'une part et qu'est-ce que ça vous apporte ? Ce que ça apporte du bonheur. En fait, c'est prendre le temps d'aider les autres. Alors, ça touche beaucoup, en fait, essentiellement les enfants. Parce que, quelque part, pour avoir voyagé, j'ai un profond respect pour cette nation française. C'est-à-dire que nous sommes libres de voyager, libres de partir, libres de travailler ou pas. Et c'est une chance dans le sens... On voit l'écran des images des associations dans lesquelles vous vous êtes investis, que ce soit le Secours populaire ou autre. Oui. Parce que vous dites que vous donnez, mais quelle est la nature concrète de votre engagement ? Comment au quotidien, même si ce n'est pas forcément au quotidien, mais régulièrement, vous vous impliquez ? Qu'est-ce que vous... C'est aller rencontrer les gens qui travaillent pour les associations, c'est au contact en fait de la population, c'est véhiculer l'information qu'il y a un travail, comme plan là on voit, c'était après le tremblement de terre en Guadeloupe, on a fait une opération avec le Secours populaire, on a récupéré, c'était en fait à l'avant-veille de Noël, donc on était allé aux Saintes et en Basse-Terre pour donner en fait aux enfants le droit de se faire plaisir, parce qu'effectivement les parents ne pensaient pas au cadeau de Noël, mais on sait pertinemment, on a été enfant, lorsqu'il manquait un cadeau, si
si petit soit-il, c'était une grosse douleur. Donc, on a trouvé en fait des financements, des partenaires. Air France nous avait donné en fait la possibilité de balancer, de mettre, je dirais, un conteneur pour le secours populaire. Et ça nous avait permis en fait d'égayer le Noël en fait de ces enfants. Et pour moi, c'est primordial. J'ai eu une enfance heureuse, je dirais catholique, oui, sûr. J'ai pratiqué et en fait, j'avais un équilibre. Et donc, du coup, ce bonheur que j'ai eu quand j'étais petite, j'essaye de le donner parce que je suis chanceuse. J'ai eu vraiment une enfance heureuse. C'est cette enfance, précisément, qui vous a aidé à puiser votre énergie pour la carrière que vous avez menée? Oui, oui. Surtout dans les moments très, très difficiles de doute, parce qu'on ne peut pas dire que c'est 35 ans, c'est que du bonheur. Non, c'est pas vrai. Il y a de l'incertitude, il y a de l'opposition, de l'adversité, des méchancetés, des coups bas. Et il faut repartir. Et je pense que ma culture, ma foi m'a permis en fait d'avancer. Et je me rendais compte qu'à chaque coup bas, en fait, j'aimais encore plus en fait la personne qui me faisait mal. Et donc du coup, dans l'adversité, je me suis forgé une carapace, mais j'ai jamais oublié les fondamentaux en fait que mes parents m'ont donnés. C'était aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est les valeurs avec lesquelles vous avez grandi. Voilà, c'est accepter l'autre, c'est être tolérante. Donc j'ai accepté jusqu'à un certain seuil. Mais aujourd'hui, en fait, je remercie tous ceux qui m'ont, quelque part, sans tomber dans... non, j'accepte et je leur dis merci parce que j'ai grandi dans l'adversité, mais j'ai grandi aussi avec un équilibre qui était l'amour. Alors, si j'ai bien compris, vos parents, enfin votre mère en tout cas, allait régulièrement à l'église. Vous aviez l'air de dire que vos parents, les deux, oui, que vous, votre foi, vous la vivez plus au quotidien, c'est-à-dire ? Je la vis au quotidien, je la vis aussi en allant, mais je pars du principe qu'on n'est pas obligé de montrer aux gens. La foi, en fait, on l'a. C'est intérieur et c'est dans la pratique. Et c'est vrai que par rapport au temps, parce que c'est une donnée très, je dirais, très importante dans la carrière d'un sportif de haut niveau, on est rythmé par les compétitions, par les entraînements, par les vols. Donc, arrivé à un certain moment, je n'avais pas le temps matériel d'aller à l'église. Et en fait, je l'ai fait autrement. Au lieu d'aller à l'église, c'est l'église qui venait en moi, qui venait dans ma chambre, qui venait dans ma famille. Et je pense que ma fille, aujourd'hui, elle est dans un collège catholique à Sainte-Thérèse. Et voilà, c'est parce que je veux qu'elle ait cette éducation, cette ouverture, voilà, cet amour donné à l'autre et accepter l'autre. Et mon fonctionnement, bien que ma mère, des fois, elle me tire les oreilles en me disant « Ouais, tu n'es pas allée à la messe ». Je dis « Mais j'ai pas besoin d'aller. La paix du Christ, en fait, je donne au quotidien, même à ceux qui ne m'aiment pas. » Donc, je pense que c'est sa culture, sa manière, en fait, je donne l'amour différemment aujourd'hui. Quelle est la place de la prière dans votre vie ? Je pense que la prière, elle est au quotidien. La prière, c'est pas que le matin ou le soir en s'endormant, c'est pour demander pardon. Je pense que pour moi, c'est même pas la prière, c'est le recueillement. C'est en permanence. Dès que j'ai un petit moment, voilà, je remercie Dieu de vivre, d'être en bonne santé. Comme je vous disais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de pauvreté et d'indifférence et de guerre autour de moi pour me demander en fait pour demander en fait pardon aux gens. Et c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, c'est un événement qui est apolitique, c'est un événement où on ne met pas la religion, mais si vous regardez bien, à chaque début de piste, de compétition, il y a toujours un signe qui rappelle à la religion, qui demande en fait la force de... Et je pense que ma prière, elle est au quotidien. Vous disiez qu'il vous arrivait de vous recueillir pour dire merci. Est-ce que justement, vous avez vécu votre talent d'escrimeuse et les nombreuses victoires que vous avez remportées comme un don de Dieu, comme un cadeau de Dieu ? Je pense que c'est un cadeau, oui. Je pense que j'avais des facilités. Ça a été entretenu par ma foi, parce que oui, je pense qu'il y avait le don, mais il y a le travail aussi. Et je pense que c'est un équilibre avec les deux qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'équilibré, mais surtout sereine. Sereine parce que j'avais un temps où je prenais, où je consommais, et un temps où j'ai compris qu'il fallait aussi donner. Alors j'ai compris très vite, mais réellement, je vois le travail de redonner aux gens. Sereine aussi parce que vous êtes très entourée par votre famille. D'abord vos parents, vous avez expliqué à quel point ils avaient été présents, à quel point ils vous avaient transmis des valeurs. Entourée aussi par votre mari, par votre fille. Finalement, c'est qui aujourd'hui votre plus grand supporter ? C'est votre mari ? C'est votre... Alors je vous dirais, quand je quittais la Guadeloupe, j'étais la Laura de la famille Flessel.
Ouais. Avec les résultats, c'était la Guadeloupe. Et après, en fait, ça a été la Laura internationale, Laura de la France, la Laura internationale. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de dire, voilà, la cellule, la souche, c'est la famille, c'est mon mari et ma fille. Mais je vous dirais que j'ai quitté et j'étais à la Laura internationale. C'est-à-dire que j'avais tellement de personnes qui, par les réseaux interposés, Facebook, Twitter et autres, tellement de personnes qui disaient merci, on t'aime, qu'en fait, je n'appartiens plus à la Guadeloupe, plus à ma mère, plus à mes parents. Et en fait, ma famille s'est agrandie, elle est internationale. Et comme je vous disais, je suis revenue de la Martinique. Il y a toujours cette petite guéguerre entre l'île de la Guadeloupe. Et en fait, j'étais à la Laura de la Martinique aussi. Et je me suis dit, ça, c'est avec des Martiniquais qui oubliaient le chauvinisme, qui disaient, t'es l'enfant du pays. Je me disais, c'est une belle victoire. Laura, quel est l'art qui vous porte le plus? L'art, je vous dirais la parole. La parole. Alors là, maintenant, on va parler non pas de parole, mais de musique. Enfin, parole et musique, ça va ensemble. Ça va ensemble aussi. En accueillant Francesco Agnello, qui va nous rejoindre. Francesco, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, vous jouez de cet étrange instrument que vous avez apporté, le hang, on en reparlera dans quelques minutes. Vous êtes aussi metteur en scène. Avant qu'on parle de vous, de votre parcours, est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qu'a dit Laura Flessel-Colovic dans la première partie de cette émission? Écoutez, réagir, je suis déjà impressionné. Et en même temps, quelque chose de très fort, très profond. Travail, beauté, don. Voilà. Vous êtes lauréat du prix Villa Médicis en 1996. Vous avez été formé en France par les plus grands percussionnistes. On peut citer Silvio Gualda, Gaston Sylvestre, Jacques Delecluse, Michel Cals. On parlera après de cet instrument, mais on va commencer à dire quelques mots de votre activité de metteur en scène. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire de la mise en scène? Alors, ça a été une coïncidence. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu une audition chez monsieur Peter Brook pour la Carmen. Moi qui ne connaissais pas du tout le monde du théâtre, je me suis présenté, on m'a pris, et à partir de là, j'ai découvert vraiment quelque chose, un univers très particulier, très intime, très précis, très profond par rapport à son travail. Et donc, me voilà parti en tournée avec eux dans cette œuvre. Et puis après, en revenant sur Paris, puisque j'étais le seul musicien à aller faire les exercices avec les comédiens. Pourquoi? Parce que je voulais dérouler le rouleau. Je voulais comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi bien, son travail. Et à partir de là, vu l'engouement que j'avais à la chose, un des assistants m'a dit écoute, si ça t'intéresse autant que cela, tu viendras avec nous à la fin de la tournée pour faire un travail. Et donc là, j'ai travaillé pendant 4 ans avec un de ses assistants. Et puis à partir de là, j'ai commencé à mettre ma première mise en scène en place. Laura, voilà, vous allez au théâtre un petit peu? Oui. Je vais au théâtre, ça m'attire. Et quand je disais la parole, c'était le théâtre. Parce qu'en fait, c'est un moyen aussi de communication. Souvent, on a des problèmes, des conflits qu'on arrive, je dirais, grâce au théâtre, à ressortir. On peut prendre ce jeu de rôle. Et souvent, en fait, on se dévoile. Et pour en fait être au CESE, en fait, au Conseil économique, social et environnemental, on travaille sur la culture. Et j'ai vu l'importance en fait de cet équilibre. Il y a la foi, il y a le travail, il y a les passions. Et j'ai vu en fait la puissance de la culture, du mot culture à travers la culture. Il y a tellement d'activités, donc le théâtre, ça fait partie de ce déroulement. Et j'ai vu la puissance en fait des mots. C'est pas que j'ai parlé des mots. La puissance des mots, on va parler donc de Pierre et Mohamed. Voilà, là, la puissance des mots est pour le coup très importante. Avant qu'on regarde quelques extraits, je vais juste dire quelques mots sur cette pièce que vous avez déjà jouée l'été dernier au Festival d'Avignon. Alors, c'est une scène qui se passe en Algérie. Le 1er août 1996, Monseigneur Pierre Claverie, pour lequel vous avez une profonde admiration, on en reparlera tout à l'heure, qui était dominicain et évêque d'Oran, est assassiné avec Mohamed Bouchikri, qui est son jeune chauffeur. Et ça se passe quelques semaines après le massacre des moines de Tibérine. 6 mois après. 6 mois après, pardon. Quelques mois après le massacre des moines de Tibérine. Je vous propose qu'on regarde quelques extraits et on en reparle tout de suite après. Bien. Je suis croyant. Je crois qu'il y a un Dieu.
Mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. La tolérance suppose qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, un dominant et un dominé, et que celui qui détient le pouvoir tolère que l'autre puisse exister. Quand j'ai commencé à travailler pour Pierre, mon cousin Rafik, qui vit à Oran, me disait qu'il avait peur pour moi. Parce que Pierre allait essayer de m'arracher à l'islam, de faire de moi un chrétien. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne devenait pas musulman. Lui qui aimait tant notre religion et n'essayait même pas de me prouver qu'elle était fausse. Quand je lui ai dit ça, il a éclaté de rire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une très belle chute pour la dernière phrase de cet extrait. Je précise que ces images ont été tournées par Emmanuel Kéry, qui est venu vous filmer pendant votre répétition, puisque la pièce se joue à Paris. Les images qu'on a vues ont été filmées à la crypte Saint-Sulpice. Oui. Ça se joue du 9 février au 29 juin, c'est ça, le jeudi, vendredi, samedi à midi et demi. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, Francesco, d'adapter ce texte-là précisément? Alors, ça a été tout simplement une rencontre. Il y a 2 ans de cela, les frères dominicains, le frère Thierry et le frère Nicolas, sont venus au Festival d'Avignon, puisque je faisais mes productions au 22h30. La particularité du 22h30, c'est que j'ouvre les portes de la chapelle de l'Oratoire à Avignon et je fais un concert. Et ce soir-là, ils se sont présentés et en plein concert, sachant que les portes sont ouvertes, il y avait à 30 mètres de la chapelle un accordéoniste qui s'est mis à jouer en plein milieu du concert. Alors que faire? C'était plein. Alors j'ai arrêté le concert, je suis allé voir l'accordéoniste et je lui ai dit écoute, tu as un public, tu viens, je t'invite. Il est venu jouer 4-5 chansons de Piaf. Moi, je l'ai accompagné avec Lang. Et je crois que ça a bluffé les Dominicains. Juste après, ils sont venus me voir en me disant, voilà, on a un projet sur Pierre Claverie. Qui est Pierre Claverie? Vous ne connaissiez pas à ce moment-là, pas du tout. Du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En rentrant sur Paris, je suis allé voir sur Internet et je suis tombé sur le journal télévisé où Pierre était intervenu pendant les événements d'Algérie. Et là, je découvrais un homme où son discours et son histoire étaient en telle harmonie, avec une telle force, que je me suis dit, oui, effectivement, on y va, on fonce. Vous avez écrit d'ailleurs, au moment où vous avez vu ces vidéos, ces images d'archives, c'est la première fois que je vois un homme chez lequel la parole est véritablement vécue. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Vécu, c'est-à-dire que c'est plus un côté intellectuel, c'est-à-dire que ça vient du fin fond de soi et à partir de quelque chose qui a été vraiment vécu par rapport à ce contact avec les gens, cette écoute avec les autres. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour le dialogue interreligieux? Totalement investi. Et la preuve en est que on connaît la finalité de cet investissement. L'issue fatale. Vous êtes sensible, vous, Laura, au dialogue interreligieux? C'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose qui me parle et c'est pour ça que je disais que les moments de recueil, pour moi, c'est pas uniquement dans une église. En fait, c'est dans un lieu culte où en fait on accepte en fait l'autre. Et c'est vrai que je peux aller en fait chez les orthodoxes, on allait en Russie en compétition,
il y avait des églises orthodoxes. Et moi, je voulais me recueillir. C'était avant une compétition. Le stress était à son paroxysme. Je pouvais aller allumer un cierge, je pouvais aller me recueillir. Et je pense que tu as dit un mot, les portes étaient ouvertes. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi la religion, parce qu'on est en contact avec d'autres sportifs qui n'ont pas les mêmes attentes ou les mêmes cultures. Et il y avait un profond respect. Alors, c'était source aussi de bataille à l'intérieur de l'équipe, parce qu'il y a ceux qui ne croient pas. Mais en fait, ce que je demandais, c'était la tolérance. Et vraiment, ça, c'est un mot qui est fort, parce qu'accepter l'autre, c'est pas souvent facile. Vous aussi, Francesco, c'est la tolérance, c'est quelque chose qui vous a touché dans... Complètement, c'est l'écoute à l'autre, le respect de l'autre, fait en sorte qu'à un moment donné, je dirais, ce qu'on est prend sens grâce à cela. On a pu lire dans le témoignage chrétien la critique suivante à propos de votre spectacle, une heure d'intensité rare qui nous convoque au plus profond de nous-mêmes. Alors c'est peut-être pas un hasard, effectivement, compte tenu des valeurs que défend Pierre Claverie. À quel public s'adresse cette pièce de théâtre ? Tout public, vraiment tout public. Par rapport aux expériences qu'on a faites, vraiment tout public. Et quel est le message que vous avez eu envie de faire passer ? La tolérance, Oui. L'écoute à l'autre, le respect de l'autre. C'est une pièce qui est interprétée par Jean-Baptiste Germain, qui Oui. joue à tour de rôle Monseigneur Pierre Claverie et Mohamed, son jeune chauffeur. Oui. Est-ce que le choix de ce comédien-là s'est imposé à vous ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y avait une première distribution, c'était Nazim Boudjena de la Comédie Française. Qui a pris le rôle. Puis après, voyant effectivement son planning et voyant aussi, je dirais, le succès de la pièce, il n'était pas disponible. Donc j'ai dû mettre en place une audition et là, il y a eu vraiment un miracle. Mais vraiment. Pourquoi ? Je veux dire pourquoi ? Parce que le travail de Jean-Baptiste, il faut savoir aussi que c'est son premier rôle. Et là, personne n'y croit. Je dis non, c'est pas possible. Donc c'est un comédien maintenant à part entière, mais qui vient de la finance. Donc du jour au lendemain, il a tout arrêté pour se mettre dans cet univers par rapport à Mohamed et Pierre. Donc voilà, on continue. Maintenant, c'est plus une pièce, c'est un engagement personnel. Je voulais que vous commentiez cette phrase issue de la pièce que je trouve très forte. Découvrir l'autre, vivre avec l'autre, entendre l'autre, se laisser façonner par l'autre. Cela ne veut pas dire perdre son identité, rejeter ses valeurs. Cela veut dire concevoir une humanité plurielle, non exclusive. Commenter, c'est avec beaucoup d'humilité, mais ce sont un état où on donne des clés de réflexion. Des paroles où vraiment ça a une résonance, une harmonie qui fait qu'à un moment donné, on se dit « je peux vivre grâce à l'autre » et non pas moi par rapport à moi-même. Et c'est là aussi, je dirais, la clé de réflexion du dire et des paroles de Pierre et de Mohamed, parce que c'était une très très grande amitié entre deux. On peut concevoir votre fascination effectivement pour le personnage de Monseigneur Pierre Claverie. Est-ce que justement notre monde actuel souffre de ne pas mettre assez en avant de telles figures spirituelles qui sont finalement porteuses de messages de paix ? Bien sûr, c'est toujours une très belle redécouverte quand on redécouvre ces personnes, quand on redécouvre des personnes dans l'histoire ou qui ont donné des réponses à leur époque, mais qui nous nourrissent à l'heure actuelle. Alors on vous voit sur ces images qu'on a vues jouer du hang, c'est cet instrument étrange oui. que vous avez apporté. Alors, comment est-ce que vous avez découvert cet instrument ? Il y a 7 ans de cela, j'étais toujours au Festival d'Avignon, il y avait un jeune homme qui jouait de cet instrument dans la rue. Et là, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, 1, ça doit être un instrument très très ancien, et 2, ça doit être un instrument qui doit venir de très très loin. Et là, effectivement, j'avais tout faux. Parce que 1, ça faisait à peu près 1 an que l'instrument était commercialisé, et 2, c'est un instrument suisse. Et hang veut dire en dialecte bernois, puisque les constructeurs sont de Berne, main. Et donc, il y avait tout à explorer, à découvrir. Et alors, je me suis jeté
vraiment complètement Corps et âme dans la dans découverte du l'instrument. hang. Vous avez pris des cours? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les constructeurs vous disent il faut aller vers l'instrument et l'instrument doit venir vers vous. Alors à vous à explorer. Bon, c'est vrai que ça facilitait les choses du fait que je suis percussionniste de formation, mais en même temps, à vous à découvrir l'instrument d'une manière, avec un gros travail derrière. Alors vous allez dans quelques minutes, si vous le voulez bien, nous en jouer un petit peu du hang. Je le décris pour les personnes qui ne le voient pas à l'image. Ça ressemble à un gros tambour. C'est un alliage, vous me disiez tout à l'heure, de 5 métaux, c'est ça? Fondu à une certaine température. Oui, oui. C'est assez imposant et ça pèse 6 6,5 kg et 6,5 kg. Donc vous êtes venu avec à la main Oui, sans aucun sans problème. aucune difficulté. Oui, et puis chaque point correspond à une note précise. Mais ils se sont inspirés des steel drums de Trinidad, les bidons qu'on joue avec les baguettes. Alors c'est assez amusant parce que vous me disiez que pour passer les douanes, c'était pas toujours évident parce que Ah les oui. douaniers vous regardent avec des Mais gros c'est- yeux. On a l'air de se demander ce que c'est que cet instrument étrange. Tout à fait, parce que les premières fois, je me retrouvais avec 5-6 policiers derrière moi en me disant « c'est quoi ?» Et puis je devais l'enlever, le faire écouter, et puis après, il n'y avait plus de problème, quoi. Vous connaissiez, Laura Flessel, cet instrument Non, le je hang? ne connaissais pas du tout. Et tout à l'heure, lorsqu'on a pris un petit moment pour parler, et qui me disait, en fait, c'est un peu comme les percussions, je me disais, mais voilà, hier, j'étais avec l'équipe, l'orchestre philharmonique de Steel Band de Trinidad et Tobago. Et quelque part, je retrouve un petit peu la composition et j'étais en fait curieuse d'entendre ce son. Alors précisément, fin du suspense, je propose que l'on écoute Francesco Agnello nous jouer un petit peu de hang. Je crois qu'on peut applaudir. Vous voyez Laura Flessel regarder attentivement Francesco Agnello en train de jouer du hang. Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'écoutant? En fait, c'est profond. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'étais juste à côté et ça donne la chair de poule et on part dans une réflexion. J'écoutais, je regardais les mains. Moi, je viens d'une île, la Guadeloupe, où on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de percussionnistes et le son était différent, mais il y avait en fait envie en fait de retourner dans le passé. Et vraiment, c'était beau, c'était beau. Merci. Vous faites des concerts aujourd'hui dans le monde entier de hang? Oui. À travers, je dirais, ce dernier spectacle de Peter Brook, Varum Varum, ça permet de rencontrer les organisateurs qui découvrent l'instrument. Et puis à partir de là, on me demande, mais vous avez éventuellement un répertoire là-dessus? Oui, j'ai un programme d'1 heure de musique. Vous êtes nombreux dans le monde à pratiquer cet instrument? On est à peu près 1500. Oui, 1500 musiciens qui jouent cet instrument. Oui.
Alors, il y a une dimension aussi très spirituelle, je trouve, dans les sonorités. Et ça m'intéressait de savoir comment votre foi se lie à votre travail au quotidien. Question difficile. Difficile, en effet. Je dirais c'est dans l'intimité de chacun. Et là je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est un travail journalier, on ne sait plus qui suit qui, en même temps c'est profond, en même temps on a besoin aussi d'une pause, d'une réflexion, et je crois que toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, on avance. Chez vous, est-ce que la prière est associée à de la musique ou à une chanson? Un état. Que vous décririez comment? Un état profond, sensible, harmonieux, et dans le don. Vous avez vous-même eu une éducation religieuse? Oui. Est-ce que ça a joué une part importante dans votre vie? Famille italienne, On vient papa du et sud de maman, l'Italie, hein, exactement, c'est ça? papa, maman catholique, pratiquant. Oui. En tout cas, ça s'insère extrêmement bien dans la pièce Pierre et Mohamed. Je ne sais pas si vous utilisez régulièrement le hang dans le cadre de vos pièces? Oui. Pour Systématiquement? pour l'instant, oui. Et en même temps, on fait un gros travail d'écoute avec le comédien. Pour arriver, on ne sait plus qui suit qui. C'est plus un accompagnement, mais c'est là. Et vous écrivez vos propres pièces, si j'ose dire, ou vous reprenez des... Non, j'écris mes propres morceaux. Oui. Est-ce que chaque endroit du hang correspond à une note de musique? Oui, absolument. La, si bémol, do dièse, ré, mi, fa, la, ré. D'accord. Et là, on peut l'utiliser de l'autre côté puisque c'est vide, comme une percussion. D'accord. Vous vous servez des deux côtés? Oui. Oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on passe au questionnaire inattendu. Alors, le principe du questionnaire inattendu, c'est que l'un et l'autre pouvaient répondre à tour de rôle aux questions que je vais poser. C'est dans quelques minutes. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Je pense que la vie m'a donné un don, et c'était en fait de faire découvrir mon île, de faire découvrir ma culture, de faire découvrir ma personnalité, et de continuer en fait à cette tâche. Donc cette noble tâche, elle n'est pas finie. Donc voilà, pour moi c'est une continuité, mais comme ça. Et vous, Francesco? Écoutez, je vais être très simple, continuer à faire découvrir l'instrument, à faire découvrir des paroles, à faire découvrir des personnages, oui, une continuité dans le temps. Quelle est la personne que vous admirez et que vous auriez aimé rencontrer? Alors, je me doute en ce qui vous concerne Pierre Claverie, pardon, Oui. mais est-ce qu'il y a une autre personnalité que vous auriez aimé rencontrer? Vivante ou morte, d'ailleurs. Vivante, le Saint-Père, pour lui proposer Pierre et Mohamed. Et vous, Laura? Quelqu'un qui est encore en vie, qui est Nelson Mandela. Que diriez-vous, l'un et l'autre, à l'enfant que vous étiez quand vous aviez 10 ans? Oula. Ton insolence t'a permis d'arriver. Parce qu'on disait toujours que j'étais en fait légèrement insolente, mais en regardant, je dirais, une certaine noblesse de la chose. Mais en fait, j'étais tellement boulimique de la vie, et donc des fois, en fait, je bousculais gérer les normes, et donc du coup, on me disait ton insolence va te perdre. Et en fait, mon insolence m'a permis en fait d'engendrer la curiosité, et m'a plutôt de permis gagner. de gagner. Oui. Ouais. C'est l'inverse qui s'est produit. Et vous, Francesco? Écoutez, moi, quand j'avais 10 ans, je tapais partout. Oui. Et ma maman, elle a dit, j'en ai marre, maintenant, on va t'inscrire au conservatoire en classe de batterie et percussion. Voilà. Vous continuez de taper, pas partout, mais en tout cas, Ça continue. sur le hang. Je continue. Qu'est-ce que vous a appris à l'un et à l'autre la vie que vous aimeriez transmettre?
que l'amour et la tolérance, c'est une denrée qui peut disparaître et donc il faut absolument au quotidien, en fait, l'amadouer et protéger. Et vous? La tolérance et l'écoute de l'autre. Jusqu'à quelle limite? Sans limite? Sans limite. Sans limite. Sans limite. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait jusqu'à présent? On parle, en ce qui vous concerne, Laura Flessel, d'une émission ou du fait que vous aimeriez vous faire une place dans les médias. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des bruits de couloir? C'est un peu les deux. Je pense que l'escrit m'a permis de rencontrer un monde qui est agréable, qui permet en fait de faire découvrir plein de différents domaines. Pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. C'est un luxe de pouvoir prendre de la hauteur, en effet. Et vous, Francisco? Continuer à faire découvrir, redécouvrir des personnalités connues ou inconnues pour que les choses puissent avancer. Est-ce que vous avez une question à vous poser mutuellement? Oui, j'ai une question, une demande, une requête. C'est vrai que j'ai découvert il y a le festival qui va arriver en juin, comme on parlait du centenaire d'Aimé Césaire. Et après cette belle rencontre, c'est peut-être, c'est pas une demande, c'est une requête, c'est lancer une invitation. Je pense que il y a en fait un festival autour de la culture, de la découverte des arts, des instruments. C'est vous inviter à venir en fait à ce festival. Donc c'est échanger aujourd'hui les coordonnées pour pouvoir présenter en fait cet homme, ce producteur, cet artiste à la population, je dirais, caribéenne. Ça, c'est une invitation, elle est lancée. Et vous, Francesco, est-ce qu'il y a une question que vous auriez envie de poser à Laura Flessel? Oh, il y en aurait plein, mais... La rencontre est belle. C'est pas une question, mais voilà. Maintenant... La rencontre est belle. Et bien, ce sera la dernière phrase de cette émission. En tout cas, je rappelle votre actualité à l'un et à l'autre. Enfin, en tout cas, la vôtre, Francesco, puisque à partir du 9 février, jusqu'à fin juin, on peut voir à la crypte Saint-Sulpice Pierre et Mohamed. Je rappelle, les jeudis, vendredis et samedis, mais à 12h30 seulement. 12h30, oui. Et quant à vous, Laura, votre actualité, c'est votre investissement dans les multiples associations dont vous vous occupez, et puis d'autres projets dont certains sont plus ou moins secrets. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci.